Chloé et Timothée aussi pour la collaboration autour de ce séminaire. Donc moi, je suis Magali Bess, je suis docteur en droit et je suis la directrice de l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, dont le titre est également l'Institut Louis Joinet. On aura l'occasion d'en reparler puisque c'est un des concepteurs de la justice transitionnelle. Merci Jean-Pierre. Bonjour à toutes et à tous aussi. Donc je m'appelle Jean-Pierre Massias, je suis professeur de droit public à l'université et effectivement président de l'Institut Joinet. Et pour nous, c'était important d'être là parce qu'on a toujours considéré que, au fond, ces mécanismes de justice et de prise en charge des massacres de masse étaient tellement exceptionnels qu'ils sortaient du champ du droit, même si le droit, il y avait des choses à voir et à dire, mais ils sortaient du champ du droit et ils devaient nécessairement s'inscrire dans une démarche pluridisciplinaire. Alors, je suis très heureux et je remercie vivement Chloé d'avoir organisé ce séminaire. C'est pour nous évidemment très intéressant et de travailler avec le HESS et de travailler avec des chercheurs d'autres disciplines. On avait amorcé ce dialogue et d'ailleurs, il n'est pas complètement étranger à notre rencontre avec quelqu'un comme Christian Grao. On collabore aussi, bien sûr, souvent avec Stéphane Rousseau et je crois que c'est pour nous la suite d'une aventure intellectuelle qui est évidemment intéressante de remettre en cause les quelques certitudes que les juristes peuvent avoir par rapport à une réalité de terrain. Et je voudrais ajouter également que l'Institut Joinet n'est pas qu'un centre de recherche, loin s'en faut, on est aussi acteur sur le terrain et qu'on accompagne des processus de justice transitionnelle, notamment sur un certain nombre de zones de conflit. Voilà. Merci beaucoup Timothée, puis après on fait le tour. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Timothée Brunet-Lefebvre, je viens de terminer une thèse de 4 ans sur, comme l'a expliqué Chloé, les procès de ressortissants rwandais en France suspectés d'avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Une thèse, comme l'a dit Jean-Pierre Massias, assez pluridisciplinaire et qui essayait de faire interagir des questions juridiques et surtout de sciences sociales par rapport à ce genre de procès, un travail que j'ai mené sous la direction de Stéphane Rousseau et qui va être au cœur de certains de nos échanges cette année. Bonjour, je m'appelle Salah Denamounan, je suis en M1 des études politiques, donc je valide ce séminaire et je travaille plus précisément sur la guerre des Cuba des 1898 et la suprématie de l'impérialisme des États-Unis à travers les moteurs de la race latine et sa décadence en Europe, qui a été mobilisée tout du milieu du 19e siècle à la fin, surtout avec la guerre franco-prussienne. Donc, je travaille un peu sur la presse et sur la stratégie géopolitique de cette mobilisation de la race. Et avec qui? Je travaille avec Jordi Canal. D'accord, merci. Et bonjour à tous, je m'appelle Lorena Galderon, je suis étudiante de M2 à politique. Et de base, je suis avocate en Colombie. Et ici, j'ai déjà fait un master en droit international. Je m'intéresse surtout sur la justice transitionnelle et les surtout par rapport aux communautés au public. Et du coup, je travaille un peu sur ces dialogues interculturels et comment on pourrait parler des sanctions propres et justice restaurative pour les peuples autochtones en Colombie. Merci. Bonjour, je m'appelle Luce Moron, je suis en master d'histoire. Je travaille avec Hélène Dumas sur la pratique journalistique à la RTLM pendant le génocide des Tutsis au Rwanda et précisément sur une déposition pour le TPIR en 1935. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis en master études asiatiques et je sors d'un master de sciences politiques à Paris 1. J'ai fait mon mémoire avec Sandrine Lefranc sur les mémoires de la colonisation japonaise en Corée. Et c'est ça qui m'a amené à aujourd'hui travailler sur le processus de justice transitionnelle en Corée du Sud, avec maintenant Alain Belsin. Bonjour, je suis en M2 de Master études asiatiques. Je travaille sur la direction de M. Stéphane Dudou sur la diplomatie iranienne. Plus particulièrement en priorité la diplomatie du sport, mais la diplomatie en sens large, et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de penser à la question de la justice. Bonjour, je m'appelle Antoine Seyès, je suis en master d'histoire et contemporaine en master 1. Je travaille sur le marxisme au Sénégal des années 50 et 60.
à travers le petit africain d'indépendance et la figure d'Abdoulaye. Bonjour, je m'appelle Isabelle Marrakech, je suis en F1 en études politiques et je travaille sur un mode de gouvernement par délégation en prenant le cas de la commission marocaine de 2012. Bonjour, je m'appelle Mera Jessica et je suis en MBA études asiatiques. Sous la direction d'Anne Pastin, je fais un mémoire sur un camp de réfugiés dans la région du Punjab pakistanais après la partition de l'Inde en 1947. Bonjour, je m'appelle Léna Barbara, je suis en M2 du politique et je travaille sur les débats politiques et juridiques autour du rapatriement en France des enfants djihadistes. Bonjour, je m'appelle Héloïse, je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Moi, je suis en M1 anthropologie et je m'intéresse à la danse et au dancehall, qui est une danse qui vient de la Jamaïque, et à la communauté de danseurs en France. Comment c'est un ici. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis en M1 de master migration et moi je travaille sur la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda importé en France. Et la mémoire de cette mémoire se transmet, les représentations qu'elle véhicule et les enjeux de cette mémoire. Bonjour, je m'appelle Omar, journaliste syrien. J'ai étudié politique, master politique. Tadis cherche soit du bâtiment culture syrien. J'ai publié film de community, articles sur la violence contre le bâtiment, la culture de la Syrie. Merci. Bonjour, je m'appelle Nicolas Ismail Djeng, je suis en aimant d'histoire, histoire du monde, histoire des mondes. Je travaille sous la direction de Séverina Onango d'Alberto sur les violences politiques en Mauritanie aux années 80 et plus précisément sur les trajectoires des officiels et des civils noirs incarcérés dans les camps de détention à cette époque-là. Bonjour, je m'appelle Adrien Despelchard, je suis en M1 Afrique Moyen-Orient et mon sujet de mémoire c'est sur la guerre au Cameroun durant la Première Guerre mondiale. Bonjour à tous. Donc moi, contrairement à la majorité des personnes, si je suis inscrit dans cette école, je suis inscrit au CNAM Paris. Je suis un master 2 en mondialisation appliquée. Mon mémoire, je l'ai fait avec Sabine Johnson. Le sujet porte, bon, je n'ai pas finalisé la première étude, mais c'est porte sur la question ouïghour et comment la Chine tente de rendre inaudible sa minorité aussi bien à l'intérieur de ses frontières qu'à l'international. Et voilà, j'ai rencontré Chloé Drieux au Salon de l'Humanité en octobre pour une table ronde notamment sur le tribunal ouïghour. Elle m'a fait part de ce séminaire et voilà. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Carolina Rezaï, je suis doctorante à l'histoire. Je travaille sous la direction de Sabina Rodriguez et je travaille sur la condition de victimes de la dictature militaire brésilienne dans le cadre de politiques de justice transitionnelle, notamment d'une politique de réparation associée à l'amnistie politique, l'amnistie pour les persécutés politiques. Au fond, je crois. Bonjour, je m'appelle déjà. Je suis étudiante en M1, études politiques. J'ai travaillé avec Lucie Drexler. J'ai travaillé sur l'immigration en Turquie, aussi les crises frontières, les violences en frontières, spécifiquement frontières entre l'Est et Turquie. Super. Bonjour, moi c'est Iris, je suis en M2 études politiques et je travaille sur le recours à la justice restaurative dans le cas de violences sexuelles sur mineurs. Et je travaille en parallèle à la commission des conventions d'insertion sexuelle. D'accord. Et donc, moi je m'appelle Chloé Drieux, je suis chargée de recherche au CNRS et je travaille donc j'ai travaillé longtemps sur l'histoire de l'Asie centrale et des violences de masse en Ouzbékistan à la période stalinienne. J'ai aussi travaillé sur les soldats soviétiques envoyés en Afghanistan entre 1979 et 1989 par une histoire orale. Et depuis donc, 2021, je travaille sur le tribunal ouïghour. Donc je présenterai un petit peu plus tout à l'heure. Donc on peut commencer cette introduction donc, à 4 voix. Et donc on a réparti pour une vingtaine de minutes chacune la parole afin que nous puissions présenter nos sujets de recherche et les types de justice auxquels nous avons affaire et que nous essayons, en tout
comme moi, j'essaye d'analyser. Donc, je crois que c'est Magali qui commence sur la justice transitionnelle, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Parfait. Donc oui, effectivement, l'objectif là pour cette présentation, ça va pas porter spécifiquement sur mes travaux ou mes sujets de recherche personnels, mais l'objectif, c'est d'abord de présenter le concept de justice transitionnelle et un peu de faire le panorama rapide des différentes formes qu'elle peut emprunter. Et là, on retrouve clairement la dimension interdisciplinaire ou pluridisciplinaire de ce séminaire. L'idée étant que chacun puisse me voir, et notamment pour ceux qui ne sont pas juristes, des différentes formes en fait que ça peut emprunter. Et comme ça, le but c'est d'éclairer aussi les présentations qui vont suivre et qui vont parler un peu chacune d'instruments différents. Donc la justice transitionnelle, c'est une justice qui est récente. En tout cas, le concept de justice transitionnelle est récent. C'est un concept qui est né en fait après la pratique et non pas l'inverse, c'est-à-dire c'est pas un concept qu'on a développé pour ensuite mettre en pratique, c'est un concept qu'on a utilisé pour décrire en fait des mécanismes qui existaient. Alors je vais pas faire tout un historique, d'autant qu'il y a beaucoup d'historiens dans la salle, mais en clair on date la première expérience en fait qui s'apparente à de la justice transitionnelle, ce sont les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, en sachant néanmoins que la justice transitionnelle a pris son principal essor après la fin de la guerre froide et donc à partir des années 90, même si évidemment Jean-Pierre Massès y reviendra dans le cadre des CVR, des commissions vérité et réconciliation, il y a des commissions qui sont plus anciennes, mais la guerre froide a aussi entravé beaucoup de choses et donc c'est au moment à partir des années 90 qu'il y a vraiment un foisonnement de plus en plus grand des expériences de justice transitionnelle. Alors, la justice transitionnelle, elle peut être définie de beaucoup de manières. En tout cas, la nôtre et celle aussi des Nations Unies et celle à laquelle souscrit l'IFJD, c'est une conception, une définition qui est très englobante puisqu'elle recouvre en fait tous les mécanismes destinés à traiter des violations graves et systématiques des droits de l'homme. C'est-à-dire, et là on va y revenir tout à l'heure, autant les mécanismes judiciaires que les mécanismes non judiciaires. Donc c'est une justice qui elle se déroule alors dans de plus en plus de contextes différents, mais qui en tout cas prend sa racine en fait dans les contextes les plus violents, puisqu'on parle de violations graves et systématiques des droits de l'homme. Donc c'est-à-dire évidemment les situations de génocide et des crimes de masse. Donc type, on va dire par exemple le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, les crimes commis en ex-Yougoslavie, le Cambodge, par exemple. Les situations post-conflit et notamment toutes les situations les conflits générant un grand nombre, étant susceptibles de générer un grand nombre de violations des droits de l'homme. Donc les contextes post-conflit aussi amènent beaucoup d'expériences de justice transitionnelle. Les périodes de transition démocratique postérieures à un régime autoritaire. Et donc là, on est dans les trois contextes, on va dire, qui sont historiquement ceux de la justice transitionnelle. Plus récemment, se sont développées d'autres formes d'expérience de justice transitionnelle. Une forme qui s'apparente par exemple à celle qui a été menée au Maroc, où on est en dehors d'une phase de transition, mais après une période plus ou moins longue de violation des droits de l'homme, et des expériences qui peuvent aujourd'hui exister dans les États démocratiques qui vont reprendre un certain nombre de mécanismes de justice transitionnelle pour les utiliser. Et on va dire le cœur de la justice transitionnelle, c'est vraiment les périodes plus ou moins post d'ailleurs. Ça peut être très proche des crimes ou beaucoup plus éloigné, mais en tout cas, on est quand même proche des périodes soit génocide, crime de masse, post-conflit ou transition démocratique. Cette justice transitionnelle, elle présente la particularité d'être gouvernée par 4 principes qu'on appelle les principes Joannet. Du nom du magistrat français Louis Joannet, qui en a été le concepteur. Donc cette justice, elle s'oriente autour de quatre droits qui sont le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et le droit aux garanties de non-répétition. Donc le droit à la vérité, c'est assez simplement le droit pour les victimes de connaître la vérité sur les violations qu'elles ont subies ou qu'ont pu subir leurs proches. C'est aussi faire la vérité sur le contexte, les causes et les facteurs ayant permis la commission de violations graves des droits de l'homme. Et ça rejoint évidemment l'idée aussi d'un devoir de mémoire qui est en filigrane de ce droit à la vérité.
Le droit à la justice, c'est le droit d'obtenir la condamnation des auteurs de violations graves et systématiques des droits de l'homme. Le droit à la réparation consiste là à pouvoir obtenir, alors sous une forme individuelle ou sous une forme collective, sous une forme matérielle ou sous une forme symbolique, je ne rentre pas dans les détails, on aura l'occasion d'en reparler lors des prochaines séances, mais d'obtenir réparation des dommages qu'on a subis du fait de ces violations des droits de l'homme. Et enfin, le quatrième pilier, qui est un des piliers qui, à mon sens, est le plus intéressant de la justice transitionnelle, ce sont les garanties de non-répétition. C'est-à-dire que l'idée, en fait, majeure de la justice transitionnelle, c'est pas seulement, en fait, de condamner les auteurs des violations des droits de l'homme, mais c'est aussi et surtout d'être tourné vers l'avenir et d'avoir pour objectif, en fait, que l'exercice de ce fameux droit à la vérité, à la justice et à la réparation, notamment, contribue à prévenir la résurgence de violations dans le futur. Donc là, peuvent être incluses parmi ces garanties de non-répétition tout un tas de mesures. Donc ça peut être la révision de la Constitution, ça peut être l'épuration des services de police, ça peut être des programmes mémoriels, par exemple. Donc tout un tas de mesures institutionnelles ou non qui vont être destinées à empêcher que les violences ressurgissent. Et donc ces 4 piliers, bien sûr, sont conçus dans une approche de complémentarité entre eux. Donc ce sont des droits pour les victimes, pour la société dans son ensemble. Et ce sont aussi, ces principes, ils sont utilisés un peu aussi comme des standards, c'est-à-dire ils permettent de mesurer aussi la qualité d'un processus de justice transitionnelle en vérifiant, en mesurant, en analysant si ce processus a permis ou pas ou plus ou moins, en tout cas, de répondre au droit à la vérité, à la justice, à la réparation et aux garanties de non-répétition. Donc on comprend, quand on voit ces 4 piliers, on comprend qu'on est dans une perception holistique de la justice transitionnelle dans laquelle on combine ces 4 piliers afin de les intégrer. Et donc on a une justice transitionnelle qui est extrêmement, qui a une approche extrêmement complète. Et c'est avec comme objectif, en fait, c'est ça aussi qui est important et qui transparaît déjà dans les garanties de non-répétition, qui est de permettre, en fait, de contribuer à la démocratisation et à la réconciliation. C'est-à-dire que la justice transitionnelle, elle, même si on parle beaucoup et à raison, bien sûr, des droits des victimes, elle a aussi une dimension sociale et une dimension collective, en fait, de permettre d'être un pont ou un passage entre une situation où on avait justement des violations graves et systématiques des droits de l'homme à une société qui va être construite sur des bases nouvelles, renouvelées, pacifiées et réconciliées. Donc, la justice transitionnelle, elle n'est pas seulement rétributive, elle vise pas seulement à condamner les auteurs, mais elle vise surtout à reconstruire et à transformer la société. Et donc ça fait aussi, c'est quand même une particularité extrêmement forte de la justice transitionnelle qui la distingue de la justice plus classique que l'on connaît dans les démocraties consolidées qu'on utilise habituellement. Il faut quand même se méfier de cette perception de la justice transitionnelle qui est assez idéaliste et donc qui n'est pas forcément collé à la réalité des processus. Parce qu'effectivement, là, on est dans une perspective ou dans un souhait idéal, mais la justice transitionnelle, en fait, est intrinsèquement contextualisée, c'est-à-dire qu'elle se déroule dans les contextes dont on vient de discuter, et donc elle se heurte à des contradictions, à des difficultés, et elle va donc en fait nécessiter en pratique beaucoup d'arbitrage. Alors, et de choix, donc du fait de opérer par les acteurs, on n'aura jamais un processus qui satisfait pleinement les 4 piliers. Alors d'abord parce que ces 4 piliers, qui évidemment sont complémentaires en principe, en réalité ne sont pas parfaitement compatibles les uns avec les autres, c'est-à-dire que les mesures qui vont être destinées à promouvoir la justice, la vérité, la réconciliation ou la réparation peuvent en fait ne pas être parfaitement compatibles entre elles, voire être antithétiques. Alors, par exemple, si on recherche la vérité, on va avoir, ou si on recherche la réconciliation, on va avoir tendance à limiter en fait la condamnation des auteurs et donc sacrifier une partie, au moins en partie, le droit à la justice.
Donc, il va y avoir, les acteurs vont devoir arbitrer entre des priorités qu'ils vont déterminer entre ces différents piliers. Deuxième chose, évidemment, deuxième arbitrage nécessaire qui vient du contexte de la transition, là dans lequel la justice transitionnelle se déploie. Alors, ce contexte de la transition, il va nécessiter des arbitrages pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a toujours des rapports de force dans les contextes de transition, qu'il y ait la victoire d'un camp sur un autre ou qu'au contraire, il y ait une négociation entre les acteurs. Qu'on soit en post-conflit ou pas en post-conflit, ça change rien. Il y a toujours des acteurs qui vont être amenés à pouvoir décider. Et évidemment, ils vont arbitrer des solutions aussi en fonction de leurs intérêts, en fonction de leur rapport de force. Et donc, les choix qui vont être faits en matière de justice transitionnelle vont aussi dépendre de ce rapport de force et des décisions prises par les acteurs. Et donc, ce contexte est évidemment essentiel. Et donc, par exemple, si certains acteurs qui ont participé à la commission des violences sont des acteurs de la transition, il est fort probable qu'il va falloir limiter ou que la justice transitionnelle va se trouver limitée pendant un temps, notamment sur les questions de droit à la justice. Le contexte de la transition, évidemment, il pèse également à deux autres égards qui sont l'état du système judiciaire. C'est-à-dire dans beaucoup de contextes, le système de justice est en crise, défaillant ou inexistant ou détruit. Et donc, évidemment, ça va peser en fait sur la manière dont le processus de justice va pouvoir se dérouler. Et évidemment, le type de violation. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on parle de violations graves et systématiques des droits de l'homme. Donc, ça veut dire qu'en nombre, en gravité, en ancienneté, on est face à des violations qui sont extrêmement complexes à juger. Et donc, la justice transitionnelle va être confrontée à cet arbitrage. Donc, on a vraiment une tension entre l'idéal qui est poursuivi par la justice transitionnelle et donc qui s'incarne dans cette approche holistique dont je viens de parler et qui a également été retenue par les Nations Unies, et les difficultés qui vont être liées à la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. Alors, cette tension, elle a quand même deux conséquences importantes sur la manière dont va être menée la justice transitionnelle. C'est d'abord la quasi-impossibilité d'appliquer aujourd'hui les deux mécanismes les originels et les plus tranchés de justice, qui sont l'amnistie d'un côté et le traitement systématique par les juridictions pénales nationales concernées des violations. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur l'amnistie parce que je pense que c'est une question dont Jean-Pierre va parler ensuite. Mais très longtemps, la justice transitionnelle a surtout consisté en une vaste amnésie qui a été retenue au moins jusqu'à la fin des années 80. Donc ça, c'était la solution historique. Une des solutions historiques en tout cas. Aujourd'hui, c'est une solution qui est jugée complètement contraire en fait aux droits des victimes et aux standards internationaux, et donc une solution qui n'est plus, au moins officiellement, qui n'est plus applicable et utilisable. De l'autre côté du spectre, traiter systématiquement par les juridictions pénales nationales l'ensemble des violences, c'est également impossible. Je viens de le dire, l'état du système judiciaire, l'ampleur des violations ou leur nature en fait vont rendre impossible en fait le fait que les juges nationaux traitent les violences, mais c'est aussi de manière un peu plus sur le plan des principes, les objectifs poursuivis qui peuvent différer, puisque la justice pénale ordinaire, elle est principalement rétributive et donc destinée à punir les coupables. Or, poursuivre uniquement cet objectif peut sembler réducteur, voire dangereux pour l'émergence de la vérité ou la réconciliation. Et donc, ce premier constat amène une deuxième conséquence qui découle de la première, qui est sont nés des mécanismes spécifiquement dédiés à l'exercice de la justice transitionnelle, et que ces mécanismes sont à la fois diversifiés et aussi complémentaires. Alors, il y a deux grandes catégories de mécanismes, je vais aller très vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Il y a deux grandes catégories de mécanismes qui ont été créés pour mettre en œuvre des processus de justice transitionnelle. Une première série de mécanismes qui sont des mécanismes de nature pénale, et une deuxième série de mécanismes sur lesquels je ne m'attarderai pas, qui sont des mécanismes para- ou extrajudiciaires. Alors,
concernant d'abord les mécanismes de nature pénale. Ces mécanismes, ils restent des mécanismes principalement rétributifs, c'est-à-dire centrés sur la punition des auteurs. Et donc, leur spécificité va principalement résider dans le fait qu'on va externaliser le traitement des violations, c'est-à-dire que l'état dans lequel les violations ont été commises ne sera plus l'acteur exclusif et parfois même plus du tout l'acteur principal de traitement des violations. Donc le premier type de mécanisme, c'est tout ce qui relève de la justice pénale internationale. Donc d'abord incarné par les juridictions internationales ad hoc, donc le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda, donc qui ont été des tribunaux créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'urgence, délocalisés par rapport au lieu de commission et avec des compétences prioritaires sur les juridictions nationales. Donc, ce sont des juridictions qui ont évidemment des mandats qui sont extrêmement restreints, temporellement et géographiquement, et qui sont aussi des juridictions temporaires. Donc, ces juridictions, elles datent de la première, en gros, des années 90, du début des années 90, et depuis, on ne crée plus on n'a plus créé, en tout cas, on peut jamais dire jamais, mais on n'a plus créé de tribunaux pénaux internationaux. A en quelque sorte pris le relais, même si elle est évidemment très différente, la Cour pénale internationale, qui elle a été créée donc grâce au statut de Rome et qui présente la différence d'avoir une compétence elle qui se fonde sur la complémentarité et non pas, elle n'a pas une compétence prioritaire, elle intervient en complémentarité des juridictions nationales et qui va avoir des compétences pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Donc une juridiction spécialisée dont il faut avoir ratifié évidemment le statut de Rome pour pouvoir que les auteurs puissent être condamnés, mais qui présente, à la différence des tribunaux pénaux internationaux, qui est absolument pérenne. Deuxième type, et deuxième type de mécanisme qui est un type très important aujourd'hui, ce sont les tribunaux mixtes ou internationalisés qui ont en quelque sorte remplacé les tribunaux pénaux internationaux. Ils sont assez identiques au sens où ils ont généralement une compétence prioritaire, une compétence temporaire, et leur mandat est limité géographiquement et historiquement. Mais par contre, ils présentent la particularité d'être créés en commun entre la communauté internationale et l'État concerné. Et c'est pour ça qu'on parle de juridiction hybride ou internationalisée, c'est-à-dire que ils sont pas forcément délocalisés géographiquement, même la plupart du temps, ils sont installés dans les pays concernés. Et donc, on va avoir dans ces juridictions un mélange de juges internationaux et de juges nationaux. On va avoir un mélange entre le droit pénal international et le droit pénal national. Donc, l'objectif, en fait, c'est vraiment d'intégrer et de faire participer l'État concerné par les violations, ses acteurs judiciaires, et de contribuer aussi au renforcement de la justice. Donc, on a de plus en plus de ces tribunaux qui sont nés. Donc, on a eu le tribunal pour la Sierra Leone, les tribunaux cambodgiens, on en a au Kosovo, au Liban, en Bosnie-Herzégovine, en Centrafrique. Donc, il y a tout un tas de pays dans lesquels ces juridictions ont été traitées. Troisième type, enfin, de mécanisme de nature pénale, je ne vais pas m'appesantir dessus parce que je pense que Timothée en va en parler, c'est la compétence universelle. Donc là aussi, on a une externalisation de la compétence en fait de juger les violations. Là, en fait, ce principe permet à des États qui, selon les règles traditionnelles ou classiques du droit pénal, ne seraient pas compétents pour juger un certain nombre d'auteurs parce que ils ne sont pas de son ressort et que les victimes ne sont pas de son ressort et que les actes n'ont pas été commis sur son territoire, mais en raison de la gravité des crimes, on est dans le cadre de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes et de certains crimes de guerre notamment, en fait, on va estimer que n'importe quel État peut se saisir du jugement en fait des auteurs concernés. Alors, je pense que Timothée en reparlera et évoquera les conséquences en fait que ça peut avoir. Il faut pas non plus, il y a évidemment toujours des conditions qui sont rajoutées, il y a souvent des conditions qui sont rajoutées par les États à l'exercice de la compétence universelle. Donc, c'est pas un mécanisme qui permet, qui donne des résultats quantitatifs aussi énormes qu'on aurait pu l'imaginer ou l'espérer. Mais en tout cas, il permet en fait de mettre fin à l'impunité de certaines personnes qui se réfugient, notamment dans des États tiers. Donc voilà, très rapidement pour balayer
les mécanismes de nature pénale. À côté de ces mécanismes de nature pénale, on trouve aussi des mécanismes de nature non pénale, avec deux types de ces mécanismes selon en fait leur distance avec les mécanismes judiciaires. Les premiers mécanismes sont des mécanismes qu'on pourrait dire parajudiciaires, c'est-à-dire que il s'agit, ça ressemble à des ça peut ressembler à, ça ressemble à des juridictions, mais des juridictions qui vont fonctionner selon des règles qui ne sont pas des règles ordinaires propres aux juridictions. Donc les gachacha du Rwanda, par exemple, sont un exemple, mais il y a d'autres types, elles peuvent être coutumières ou pas. Il y a d'autres types aussi de ces types de juridictions qui existent. En fait, ce qui va vraiment permettre de les distinguer, c'est le fait de vouloir apporter des amendements au fonctionnement de ces juridictions pour qu'elles ne soient plus seulement rétributives, mais qu'elles associent aussi de la recherche de la vérité, de la réconciliation. Et donc, on va avoir un mode de fonctionnement qui n'est plus complètement celui d'une juridiction pénale classique, mais qui s'en rapproche dans la forme. Et donc, il y en a, on a aussi mis ça en place, par exemple, en Colombie ou en Argentine. Donc, il n'y a pas que les gachachas, il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais à côté de ces juridictions-là, il y a d'autres types de juridictions parajudiciaires qui peuvent également exister. Et évidemment, dernière forme de mécanisme extrajudiciaire, ce sont les commissions vérité-réconciliation, qui sont donc des mécanismes propres à la justice transitionnelle. Et ça, c'est donc Jean-Pierre Massès qui va les présenter. Voilà donc pour le panorama un peu rapide. Désolé, c'était le temps, mais des processus, des types de processus de justice transitionnelle et surtout des types d'instruments que l'on peut rencontrer. Merci beaucoup Magali. Donc sans transition, on va passer à Jean-Pierre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous de nouveau. Donc, moi, je voulais vous parler des commissions vérité et réconciliation. Alors, c'est quelque chose d'assez incontournable en justice traditionnelle. Moi, je travaille principalement sur l'extension du modèle des commissions vérité à des domaines qui sont pas directement ou originellement prévus pour ce genre d'institution. Et j'ai essayé de vous présenter rapidement cette structure. Alors, je dirais, je vais la présenter peut-être à la fois comme un universitaire, comme un juriste, mais un juriste fondamentalement sceptique, en tout cas sceptique sur le rôle que peut jouer le droit dans ces disciplines, et puis aussi comme un praticien, parce qu'il m'est arrivé de voir des commissions vérité fonctionner dans la réalité, et qu'évidemment leur fonctionnement est évidemment une source d'enseignement considérable. Alors je dirais que pour essayer de parler des commissions vérité, bon évidemment il faut les replacer dans le contexte global de la justice traditionnelle, ce qu'a fait Magali Besse tout à l'heure. C'est des formes organisationnelles qui apparaissent progressivement, qui apparaissent dans les années 80 en Argentine avec la CONADEP, la Commission sur la recherche des personnes disparues, puis surtout qui vont être consacrées par la Commission sud-africaine qui va intervenir à la suite de la transition sud-africaine dans les années 1995 et qui va en quelque sorte marquer le processus, marquer l'institution, sachant que de cette commission sud-africaine est né au fond une véritable culte des commissions vérité, puisqu'elles sont devenues aujourd'hui une institution qu'on peut qualifier d'incontournable dans la justice transitionnelle. On n'envisage pas désormais de faire de la justice transitionnelle sans les commissions vérité. Et je dirais ce succès doit aussi nous interpeller parce qu'il est peut-être porteur d'un certain nombre de contradictions. Et c'est un peu sur ces notions que je voudrais intervenir. C'est-à-dire dire à la fois que la commission vérité est plutôt une réussite, mais c'est une réussite qui doit être discutée aujourd'hui dans sa capacité à participer au processus de justice transitionnelle. Alors d'abord, dire que c'est une réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une structure qui a réussi à s'imposer dans le spectre de la justice transitionnelle en dépit d'une origine accidentelle. Parce que les commissions vérité, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense qu'elles sont l'archétype des concepts de justice transitionnelle, n'ont jamais été théorisées. Elles n'ont jamais été théorisées, elles n'ont jamais été réfléchies a priori. Il n'y a pas de théorie pure de la commission vérité. Il y a des commissions vérité qui apparaissent quand on en a besoin et surtout quand on ne peut pas faire autrement. Je crois que le premier élément qui est très important de comprendre dans la mise en place des commissions vérité, c'est au fond l'espèce de pragmatisme un
un peu désabusées de la commission vérité. Elles interviennent quand on ne peut pas juger les criminels liés à l'ancien régime, mais qu'on ne veut quand même tout de même pas laisser une forme d'impunité totale. Et donc, entre l'impossibilité matérielle et politique de juger et la volonté axiologique de refuser l'impunité, on va trouver une sorte de cote mal taillée qui va être la commission vérité, qui en fait va statuer sur une question, qui va traiter un problème, et au travers de ce problème, on va en fait se mettre en place une espèce de procès alternatif de l'ancien régime. C'est particulièrement vrai, comment dirais-je, c'est particulièrement vrai pour l'affaire argentine. À l'affaire argentine, la commission sur la CONADEP, des personnes disparues, c'est pour chercher où sont les disparus, ce qui est une manière neutre et en quelque sorte déjuridiciarisée de traiter la question de la dictature argentine. L'Afrique du Sud, c'est encore une formule encore pire, puisque c'est pouvoir écouter les victimes, pouvoir écouter les auteurs de violence et éventuellement accorder une immunité de juridiction aux auteurs de violence et une réparation aux victimes. Donc, se met en place un mécanisme qui n'est a priori pas de la justice, qui est un mécanisme qui permet justement de ne pas juger. D'ailleurs, un juriste sud-africain va venir dire c'est la forme la plus subtile de l'amnistie. Et il y a une critique originelle sur les commissions vérité qui est de dire au fond c'est un moyen de blanchiment des ordures politiques, des gens qu'on ne peut pas juger, on va faire semblant de les juger. Et puis progressivement, quand se met en place la commission, c'est vrai en Argentine, c'est vrai en Afrique du Sud, il apparaît que la commission est capable d'avoir un rôle auquel on n'avait pas nécessairement pensé quand on l'a mis en place, qui est de faire émerger une forme spécifique de justice dont on peut considérer qu'elle est peut-être la mieux adaptée au processus de transition. Pourquoi on peut dire ça? On peut dire ça parce que, au fond, la commission vérité, qu'est-ce que c'est? C'est une commission composée d'experts, généralement représentant une certaine forme de pluridisciplinarité, donc des juristes, mais aussi des anthropologues, des psychiatres, des historiens. Ces experts sont associés à des membres de la société civile, des ONG, des partis politiques et parfois à des représentants des victimes. Et ces commissions vont entendre les victimes, vont entendre éventuellement les perpétrateurs, les commettants de violence, et vont essayer d'accueillir leurs témoignages pour à la fois établir la vérité sur les violations des droits, une réflexion sur la réparation, une réflexion sur les causes de ces violations et éventuellement une réflexion sur les mesures systémiques à mettre en place pour que ces mécanismes ces violences ne se reproduisent pas. Et donc elles vont intégrer, je dirais, à la fois d'une manière collective et systémique, l'aspiration au changement et à l'aspiration à la justice. Et elles vont venir, alors certaines ne jugent pas, elles ne condamnent pas, et c'est une des grandes lacunes de ces commissions, mais en même temps, elles vont produire une ouverture. C'est-à-dire qu'elles rendent leur accès beaucoup plus simple, et rendre leur accès beaucoup plus simple, elles vont, si vous voulez, accueillir un très grand nombre de victimes dans des conditions infiniment plus confortables que les conditions d'un tribunal, sans remise en cause de la parole des victimes, et l'idée étant de dire que ces commissions vont être en elles-mêmes un processus de prise en charge des souffrances des victimes, et la première étape, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être pour un rapport un peu plus négatif, la première étape d'un processus de reconstruction individuelle. Cette forme de justice, elle apparaît, elle doit énormément à ceux qui l'ont portée, je pense notamment au président de la commission sud-africaine, Monseigneur Desmond Tutu, elle doit énormément aussi au vice-président de la commission, Alex Boren, qui a beaucoup théorisé, beaucoup travaillé sur la commission, elle doit également beaucoup à la capacité qu'elle a eue de se rendre au-devant des victimes, c'est une commission foraine qui va se déplacer, d'écouter les victimes avec empathie, d'accepter 3 formes de vérité, c'est ce que dit Boren, la vérité objective, la vérité subjective et la vérité dialogique, et finalement ça fonctionne. Ça fonctionne, ça provoque une espèce d'électrochoc dans l'Afrique du Sud, de production d'un rapport sur les causes de l'apartheid, sur la réalité de l'apartheid, etc., etc. Alors très vite apparaît le succès de cette commission, et on se dit, finalement, cet accident de l'histoire,
nous a permis de faire émerger une forme de justice adaptée qui va pouvoir donner un traitement global, politique, systémique à ces périodes de violence. Et un certain nombre d'auteurs, d'ailleurs, assimilent cette notion ou mettent en parallèle cette notion avec le livre de Karl Jasper sur la culpabilité allemande, hein, quand il va dire nous autres Allemands, nous sommes tous coupables, et quand il va distinguer différentes formes de culpabilité pour la commission des génocides, du génocide juif notamment, et des horreurs des crimes contre l'humanité que va causer le régime nazi, en disant puisqu'il y a une culpabilité globale, il faut trouver une forme de justice globale, et la justice transitionnelle rendue par les commissions vérité, elle va venir peut-être apporter une réponse nouvelle que le tribunal n'est pas capable d'apporter. Et on est passé d'une justice transitionnelle par une commission parce qu'on ne pouvait pas juger, à une justice transitionnelle par une commission parce que c'est mieux, c'est plus efficace de ne pas juger et de passer par une autre forme. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important qui méritera évidemment d'être très discuté dans nos échanges, mais et je crois que c'est ça qui a considérablement porté le modèle de la commission vérité, sa capacité d'écoute et sa capacité à produire une autre forme de justice. Ce que Joannet d'ailleurs avait plus ou moins évoqué quand il avait parlé des garanties équivalentes, quand il disait que le droit de la transition ne pouvait pas être le droit formel, ne pouvait pas être un droit aussi rigoureux du point de vue de la lettre que ce que le texte prévoyait, mais qu'il fallait qu'il s'adapte en préservant les grands principes. Donc, si j'ose dire, tout va bien, apparaît une autre forme de justice, apparaît une autre forme de manière de rendre la justice, et on est dans une espèce d'idéal qui semble avoir ailleurs beaucoup touché le monde de la justice transitionnelle, à la fois ses observateurs, hein, parce qu'on tenait ici, peut-être qu'on doit réfléchir à cette forme d'enthousiasme, notre spécificité épistémologique, hein, on avait trouvé notre forme de juridiction, et puis parce que le monde des Nations Unies, le monde de l'international produisait la nécessité d'installer un peu partout des commissions vérité. Ça, c'est la version positive. Face à cette version positive, ou en tout cas face à ce développement indéniable et incontestable, on peut quand même aujourd'hui, on a un peu plus de recul, à la fois sur le recul des expériences passées et puis la multiplication des expériences en cours, produire un regard peut-être plus mesuré sur les commissions vérité. Alors, produire un regard plus mesuré, c'est d'abord dire que ce sont des solutions qui, comment dirais-je, apparaissent insuffisantes ou apparaissent peut-être encore inachevées. Insuffisantes et inachevées, pourquoi? D'abord insuffisantes parce qu'elles ne rendent pas la justice, parce qu'elles ne condamnent pas les auteurs, et parce que aujourd'hui est portée l'idée, et à mon sens à raison, que dans les 4 piliers de la justice conditionnelle, le droit à la justice ne doit pas être éternellement le sacrifié. Et que si on ne peut pas tout juger, et si on ne peut pas juger, il faut aussi juger. Et que le procès a une fonction incontournable et incomparable. Et de ce point de vue-là, la justice conditionnelle, la commission vérité, elle est une forme d'injustice. Elle est une forme d'injustice parce que elle aboutit à une histoire sans condamnation et surtout à des coupables qui peuvent parfois se trouver innocentés. Et on n'est pas sur un dysfonctionnement. On est sur un élément substantiel et consubstantiel de la commission vérité. Si l'on veut que les coupables parlent et si on a besoin de leurs paroles, et leurs paroles, d'un point de vue intellectuel, elle est incontournable pour comprendre la réalité de la production de la violence, pour comprendre cette rationalité délirante dont parle régulièrement Jacques Selmin. Si on a besoin qu'ils parlent, c'est qu'il faut leur proposer quelque chose. Il faut leur proposer une situation dans laquelle leur parole ne les emmènera pas devant un tribunal. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'on aura besoin de les juger par ailleurs. Donc, de plus en plus aujourd'hui, apparaît l'idée d'associer la commission vérité à un tribunal pénal. On a eu au fond trois périodes. Deux périodes. La première période, c'était la commission vérité parce qu'on ne pouvait pas faire de tribunal. La deuxième période, c'est la commission vérité avec le tribunal. Avec le tribunal, parce que de ce point de vue-là, on pourrait imaginer que la justice transitionnelle remarche un peu sur ses deux jambes. C'est séduisant intellectuellement. Alors la première expérience, c'est la situation de la Sierra Leone, mais ça soulève une question technique. C'est comment on va rendre compatibles des éléments qui nécessairement vont se faire concurrence. Il s'agit de statuer un peu sur les mêmes choses,
et dont la logique est strictement inversée. C'est pas simple. Alors on peut prévoir toutes les formes de répartition, toutes les formes de, il y a des modèles là-dessus, hein, il y a des réflexions qui sont faites là-dessus, il y a des échanges comment dirais-je, de pratiques qui sont faites. Dans certains cas, la commission peut envoyer devant le tribunal un certain nombre d'auteurs particulièrement importants. Dans certains cas, le tribunal peut utiliser les témoignages devant la commission vérité. Mais on voit bien qu'il y a un vrai challenge. Aujourd'hui, la vraie difficulté de la justice traditionnelle, c'est pas commission ou tribunal, c'est comment rendre possible en même temps commission et tribunal. Et c'est pour ça que je disais qu'elle est un peu insuffisante. Elle est aussi en construction, pourquoi? Elle est aussi en construction parce que on s'aperçoit au fond, ça revient à évoquer ce que j'ai évoqué tout à l'heure, que la commission vérité, elle est apparue sans réflexion préalable au fil des besoins. Et comme on s'est aperçu, c'est un instrument extrêmement performant, en tout cas qui pouvait se révéler extrêmement utile à bien des égards. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une extension du modèle des commissions vérité, extension dans des domaines, Magali Bess l'a évoqué tout à l'heure, qui n'étaient pas les domaines initiaux de la justice transitionnelle. Au fond, la commission vérité, Magali a dit tout à l'heure que la justice transitionnelle s'étendait de plus en plus vers des nouveaux horizons. Bien, si j'ose dire, c'est la commission vérité, c'est un peu la caravelle de la justice transitionnelle. C'est ce qui lui permet d'aller vers ces nouveaux horizons. Et c'est par les juges de la commission vérité qu'on va explorer de nouvelles procédures. Alors, quand je parle de nouveaux horizons, ben c'est quoi? Ben c'est d'abord évidemment ce qu'a évoqué Magali, l'instance équité et réconciliation marocaine sur une justice transitionnelle sans transition, avec une transition limitée. C'est aussi évidemment tous les mécanismes de justice post-transitionnelle, c'est-à-dire on va utiliser une commission pour statuer sur des crimes extrêmement anciens qui sont parfois commis depuis très longtemps. On va sortir du champ politique, strictement politique et strictement génocidaire, pour aller vers le champ des peuples autochtones. J'ai écouté tout à l'heure que certains des participants s'intéressaient à ces questions, mais on a aujourd'hui le développement d'une jurisprudence, le lapsus c'est intéressant, mais on a le développement d'une activité très importante des commissions vérité à l'endroit de la garantie des droits des peuples autochtones, et notamment en cas de violence éducative, commission canadienne sur les pensionnats autochtones, NFADA canadienne sur les femmes et les filles autochtones, mise en place d'une commission vérité dans l'État du Maine aux États-Unis sur les enfants autochtones placés dans des familles d'accueil, mise en place d'une commission vérité pour les enfants aborigènes dans l'État australien du Victoria, mise en place de commissions vérité dans les territoires samis pour notamment la Finlande et la Suède. Donc on voit bien qu'il y a une extension. D'ailleurs, l'extension du modèle des commissions vérité, ça doit aussi nous interpeller. Elle va plus loin, elle va aussi dans les questions de société, et elle devient extra-étatique. Un seul exemple, mais qui n'est pas sans intérêt, c'est l'exemple de la CIAL, la Commission indépendante sur les violences sexuelles dans l'Église catholique, qui a été présidée par Jean-Marc Sauvé. C'est une institution qui a fonctionné comme une commission vérité et qui a rendu un rapport digne d'une commission vérité. Or, elle est extra-étatique et elle est dans un domaine qui est un domaine sociétal. Et je me souviens d'avoir longuement discuté avec Jean-Marc Sauvé, qui collabore à notre institut, et qui nous disait, mais en fait, j'ai rencontré dans cette commission un crime de masse. C'est le nombre des violences sexuelles sur les enfants en Église. La Civise sur l'inceste est dans une perspective assez comparable, et aujourd'hui, il y a des tentatives, et l'Institut n'est pas très parfois derrière, pour mettre en place ce type de commission sur les enfants amérindiens en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Donc on voit bien que la commission vérité, on ne peut pas s'en satisfaire de la manière dont elle existe parce qu'elle n'est pas suffisante et qu'on ne sait pas encore exactement quelle forme on va prendre. Et on peut même considérer, mais ça c'est un point sur lequel je reviendrai dans le séminaire, que le hashtag MeToo, à certains égards, peut être assimilé à une forme de commission vérité dématérialisée, puisqu'il est la possibilité d'expression d'une revendication des victimes, de témoignages de victimes, dont on pourrait s'emparer pour faire un bilan et proposer des mesures de non-répétition. Donc, ce modèle de la commission vérité est encore à construire et il n'est pas en lui-même satisfaisant ou en tout cas suffisant. Dernière remarque que l'on peut faire sur la critique de la commission vérité, c'est que en l'état actuel, la commission vérité a, comment dirais-je, fait l'objet de critiques dont certaines me paraissent tout à fait fondées. Anticipe un dialogue qu'on pourra avoir avec mon ami Sandrine Lepran, on s'est croisé plusieurs fois dans des colloques, et pas spécialement une grande partisane de la justice transitionnelle extrajudiciaire,
et elle évoque des arguments qui ne sont pas des arguments irrecevables, loin s'en faut. La justice traditionnelle, effectivement, d'abord, c'est pas de la justice, hein, au sens où c'est pas, on peut pas littéralement appeler ça de la justice pour l'absence de condamnation. Et je rappelle quand même que cette absence de condamnation, elle est mal ressentie par les victimes. Il y a eu une enquête qui a été faite sur le taux de satisfaction, si j'ose dire, hein, des gens qui avaient participé à la commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud. Et il ressort que je crois que c'est 60%, je parle de mémoire, mais c'est 60% des victimes qui ont témoigné devant la commission et qui disent aujourd'hui regretter d'avoir témoigné, en disant qu'ils disent ne pas avoir obtenu ce qu'elles attendaient de la commission. En même temps, d'autres répondent, bien oui, mais si les victimes n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient, en revanche, la société sud-africaine, elle a bénéficié de la commission parce que la commission permet aussi de lutter contre le révisionnisme, elle a permis une sorte de prise en compte et une prise en conscience collective. Mais la critique qui peut être faite aussi devant la commission Vérité, et je crois que c'est vraiment une critique extrêmement forte, c'est qu'elle sert parfois de prétexte ou d'instrument à des formes virtuelles de justice. Prétexte et instrument à des formes virtuelles de justice. D'abord, parfois, elle existe, mais elle fonctionne pas. Et elle ne peut pas fonctionner. Parce qu'elle est politisée, parce qu'elle est détournée, parce qu'elle est instrumentalisée. On avait travaillé là-dessus, sur cette question pour les cahiers de la justice. Et il y a plein de formes de mise en place de commissions vérité, dont on sait très bien qu'elles ne fonctionneront pas parce que de manière systémique, elles ne peuvent pas fonctionner. Et parfois, elles servent un peu de paragon à une transition qui ne se déroule pas. Ça, c'est un premier problème. Alors, c'est pas propre à la justice traditionnelle. On aurait pu de même chose des élections, du Parlement, des cours constitutionnels il y a quelques années en Europe de l'Est, mais en tout cas, c'est le premier problème. Le deuxième problème, et c'est sur quoi insiste Sandrine, et je pense qu'elle a raison, c'est qu'elle a tendance, la commission, pas Sandrine, elle a tendance à limiter l'expression de la souffrance. Les victimes, et de ce point de vue-là, elles participeraient d'une certaine forme de simplification ou d'artificialité anthropologique de la justice transitionnelle. L'expression des victimes devant la commission vérité est systématiquement une expression de douleur, de peine personnelle, de traumatisme. D'ailleurs, la justice transitionnelle emprunte beaucoup les mots de la psychiatrie de ce point de vue-là, de peine personnelle, de traumatisme, avec une espèce de rédemption derrière. Et Sandrine, elle parle de tribunal des larmes. Et c'est vrai qu'on pleure beaucoup dans les commissions. Alors évidemment, on pleure beaucoup parce que ce dont on parle n'est pas très gai. Mais parfois, on a la sensation que la colère n'est pas permise, que l'idéologie n'est pas permise, que la revendication de justice n'est pas permise au sens presque révolutionnaire du terme. Et on a connu ce débat, et on disait tout à l'heure que l'Institut Joannet avait son siège au Pays Basque. On a été évidemment très associés au processus de sortie de conflit de ETA et à l'extrême importance de la réflexion sur la justice traditionnelle au Pays Basque après la violence d'ETA. On a organisé des rencontres entre victimes des deux camps. Et on s'est aperçu notamment que dans les années 2000, quand il s'est agi de réouvrir les fosses communes, je rappelle que c'est la société civile basque qui a réouvert les fosses communes au travers de l'association qui était dirigée aussi par le médecin légiste Francisco Echeverria. Quand on a réouvert les fosses communes, il s'est passé une tension. Il y avait plusieurs collectifs d'anciennes victimes. Certains disaient « nous allons récupérer le cadavre de nos grands-parents », essayant d'instituer, enfin, privilégiant une forme de symbolisation familiale et de douleur personnelle de la mort. D'autres disaient, nous allons récupérer le cadavre de nos camarades qui ont été des héros antifranquistes, donnant à la mort une signification. Et je crois que la justice traditionnelle, de ce point de vue-là, les commissions vérité, ou plutôt le prisme de la réconciliation, qui a été donné par l'Afrique du Sud et qui était la volonté de Mandela, la fameuse création de la nation arc-en-ciel, elle a marqué une forme d'artificialisation potentielle des commissions vérité autour de la douleur et à limiter l'expression de la colère. Ce qui m'amène à dire en conclusion, parce que je parle depuis un petit peu longtemps, mais
Ce qui m'amène à dire en conclusion que, au fond, la commission vérité, c'est un mécanisme extrêmement intéressant, extrêmement important, sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. On ne peut pas considérer cette création comme étant hypothétique. Mais encore faut-il la considérer de deux manières, ou plutôt avoir conscience de deux de ses limites. La première, c'est que c'est évidemment pas une science exacte. C'est-à-dire que ça marche pas à tous les coups et qu'il suffit pas de créer une commission vérité pour qu'elle fonctionne et pour qu'on imagine les conditions dans lesquelles elle va fonctionner. Et je dirais de ce point de vue-là que la commission sud-africaine est la démonstration du fait que souvent les commissions vérité échappent à leurs concepteurs et je dirais c'est plutôt rassurant. Donc c'est pas une science exacte, c'est pas une science morale. La commission vérité, elle peut être manipulée. Elle peut être manipulée, je dirais même que la commission vérité, elle est quand même parfois limitée ou encadrée par deux réalités qui la rendent peut-être un peu discutable, mais la première, c'est la volonté des gens qui l'ont mis en place. Il n'y a pas de personnes qui soient complètement neutres dans l'idée de la mise en place d'une commission vérité. On poursuit un objectif. Mandela, il poursuivait la réconciliation. Et je dirais la commission vérité de Desmond Tutu a été une machine à réconcilier, y compris quand c'était peut-être un peu artificiel. Et puis le deuxième élément, c'est l'opinion publique. L'opinion publique et l'opinion des victimes qui peut ne pas accepter un certain nombre de choses des commissions vérité. Et je dirais de ce point de vue-là, elle est à faire une sorte d'équilibre entre la politique, l'idéologie, la volonté et la société. C'est en cela que c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que c'est une institution qui, comme les autres, dans les périodes transitionnelles, subit ce genre de tensions, de difficultés, ce qui la rend peut-être moins enthousiasmante à vivre, mais sûrement plus intéressante à étudier. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc je vais passer la parole à Timothée. J'espère qu'on aura une 10 minutes à la fin pour des questions et des remarques. Je te laisse la parole pour une petite vingtaine de minutes. Merci Chloé. Donc je vais aller assez rapidement, effectivement, pour, comme ça vous a été annoncé, revenir sur un cas assez particulier qui est celui de ces procès en compétence universelle de ressortissants rwandais en France accusés de génocide. Mais je crois que c'est un cas particulier intéressant parce qu'il permet une certaine montée en généralité et il me semble qu'il pose une question assez importante par rapport à cette question de scène judiciaire et de forme de justice, qui est de voir comment des tribunaux, disons, ordinaires, pénaux français en cour d'assises, se trouvent parfois à juger de faits qui, eux, ne sont absolument pas ordinaires, et de voir comment ces formes de violence de masse qui sont jugées, en réalité, elles façonnent à leur tour ces dispositifs légaux et pénaux pour voir comment sont jugés aujourd'hui en France des crimes contre l'humanité et des génocides. Très rapidement, pour revenir sur les questions de l'exercice de la compétence universelle, je ne vais pas revenir dans des définitions de droit trop longues, mais simplement pour vous résumer que la compétence universelle, si on voulait la résumer, est le principe et la compétence donc d'un tribunal à juger sur son territoire national des étrangers pour des faits commis à l'étranger contre des étrangers, et dans le cas particulier sur lequel j'ai travaillé, pour des crimes contre l'humanité et des génocides qui, comme vous le savez sans doute, sont des crimes imprescriptibles et qui du coup n'échappent pas au passage du temps et donc nous restent contemporains jusqu'au décès des accusés. Et il faut comprendre cette mise en place de la compétence universelle et ces procès dans un cadre plus large dont Magali Bess a parlé un peu plus tôt, c'est celui de cette justice pénale internationale qui s'était mise en mouvement dès novembre 1994, donc quelques mois après le génocide des Tutsis au Rwanda, d'avril à juillet 1994, qui a fait environ 1 million de victimes, et qu'avec la création du tribunal pénal international pour le Rwanda en novembre 1994, qui était un tribunal ad hoc, il fallait s'assurer au niveau international de la poursuite des différents accusés de génocide qui ne tombaient pas dans le giron de la justice pénale internationale pour produire, disons, cette lutte contre l'impunité au niveau international. Et de fait, pour des constats qui, eux, ne sont pas forcément des constats juridiques sur lesquels on pourrait peut-être revenir plus tard, mais simplement, disons, très concrets, même plus des constats historiques ou même sociologiques, ces procès en France du génocide des Tutsis au Rwanda, vous voyez déjà qu'ils sont le produit d'une démarche qui n'est pas évidente, et même qui peut aller à contrario d'une certaine forme d'intuition pénale et même d'un sens de justice, que ce soit juger
dans un territoire étranger et lointain par rapport au lieu où les faits ont été commis, et plusieurs décennies après les faits. On parle les premiers procès pour le génocide des Tutsis en France, c'est 2014, donc 20 ans pile après le génocide des Tutsis, que des défis extrêmement multiples se posent à l'institution judiciaire française quand elle traite de ces affaires, tant du fait de ces distances qui sont géographiques, temporelles, historiques, mais aussi culturelles et voire politiques, parce que les faits qui sont jugés, bien que j'y reviendrai, ce sont des faits rattachés à des individus et des incriminations très précises sur des faits qui sont définis et décrits par des magistrats, que malgré tout, les faits qui sont jugés, eh bien, ils prennent une part, ou du moins ce sont un morceau d'un crime politique plus large qui a été commis au Rwanda en 1994. Et je voulais revenir rapidement, avant d'aborder les questions plutôt relatives à cette interrogation autour de la scène judiciaire, sur la genèse de ces affaires rwandaises jugées en France, qui se caractérisent par 3 moments historiques assez importants. Le premier, c'est de voir que les premières plaintes qui sont déposées juste après le génocide en Europe, notamment en Belgique et en France, notamment la première plainte française en 1995, car vous aviez déjà à cette époque des ressortissants rwandais soit suspectés d'avoir participé au génocide, ou alors des membres de la diaspora rwandaise qui sont des rescapés qui arrivent en France et qui se rendent compte que sur le territoire, il y a aussi des gens qu'ils ont vu commettre le génocide qui y ont trouvé aussi refuge. À partir de ces premières plaintes en 1995, quand ces dossiers arrivent sur les bureaux des juges d'instruction à Paris, mais aussi ailleurs en France, il faut bien comprendre que pour des magistrats qui ne sont pas formés à ces questions et qui reçoivent ces dossiers dans le cours de la justice ordinaire, si on peut le nommer ainsi, eh bien ces dossiers sont extrêmement difficiles à réaliser, à comprendre et à enquêter sur ces derniers, d'autant plus qu'il y a une série de revirements judiciaires qui considèrent notamment la Cour d'appel de Nîmes, considérant à un moment que la France n'était pas qualifiée pour juger ce genre de crime. J'y reviendrai lors de la séance qui sera dédiée à ces questions. Mais pour ici comprendre que ces différents obstacles et difficultés sont aussi liés à un contexte qui n'est pas seulement celui de difficultés procédurales liées à la justice telle qu'elle, mais des obstacles qui étaient aussi d'ordre politique. Étant donné que, vous le savez sans doute, les relations entre la France et le Rwanda à partir de 1994 et de la fin du génocide étaient particulièrement houleuses, étant donné que l'Élysée avait soutenu depuis les années 70 et jusque dans le génocide, les premières autorités extrémistes hutus qui avaient mis en place un régime de ségrégation, du moins de discrimination ethnique au Rwanda, puis le gouvernement dit intérimaire de 1994, qui a fait du génocide une politique d'État. Et cette proximité entre la France et le Rwanda, qui a été récemment décrite dans le très important rapport de la commission Duclerc en 2021, permet bien de comprendre pourquoi les relations étaient non seulement difficiles, et elles ont amené jusqu'à un hiatus diplomatique très important entre 2006 et 2009, rupture des relations internationales diplomatiques entre la France et le Rwanda, qui non seulement étaient témoignées de ces relations houleuses, mais surtout ont empêché tout travail de justice, parce qu'il était impossible pour des magistrats français, voire des enquêteurs, de se rendre au Rwanda pour effectuer les commissions rogatoires internationales, donc des missions d'enquête pour traiter de ces mêmes dossiers. C'était le 3e temps ou le 3e moment de la genèse de ces affaires. Le revirement, en revanche, il viendra quelques années plus tard, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, où, avec son impulsion et celle notamment de son ministre des Affaires étrangères lors du début de son mandat, Bernard Kouchner, vont essayer d'appuyer cette normalisation, ce retour à la normale des relations avec le Rwanda. Et sur ce point, notamment lors d'un déplacement de Nicolas Sarkozy en 2010, la question de la justice, la question de la prise de sa partie, en partie de la justice et de ses dossiers en France, va être posée comme une pierre dans ce travail de normalisation et de réconciliation entre la France et le Rwanda. Et Bernard Kouchner va pousser au sein de son gouvernement pour la création d'une instance spécialisée dans le traitement de ces affaires au niveau français, le pôle crime contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris, qui va être créé en janvier 2012, et qui va donc permettre à des moyens spécifiques au niveau de l'instruction et des poursuites donc du parquet, que des magistrats sur ces questions soient dédiés au traitement de ces dossiers, que tous les dossiers soient centralisés à Paris, et que les commissions rogatoires puissent être réalisées et les instructions accélérées. Et c'est ainsi que 2 ans après la création de ce pôle crime contre l'humanité au tribunal de grande instance de Paris,
vous avez le premier procès en France pour génocide, pour l'incrimination de génocide, et le premier procès lié au génocide des Tutsis au Rwanda, le jugement de Pascal Simbikangwa en 2014, condamné à 25 ans de réclusion criminelle, puis à la même peine qui sera confirmée en appel 2 ans plus tard, et qui marquera le premier grand épisode de cette justice de compétence universelle par rapport au Rwanda en France, et qui aujourd'hui, nous sommes bientôt à 7 accusés qui ont été jugés ou sont en cours de jugement. À l'heure actuelle, il y a un procès à la Cour d'appel de Paris pour un génocidaire rwandais qui est visé par une des premières plaintes qui remonte à 1995. Donc, vous l'avez compris, la scène judiciaire qui émane, ou du moins qui ressort pour ce genre de procès, en fait, est prise dans, comme je le disais, l'action habituelle et le fonctionnement normal des juridictions pénales françaises de cour d'assises. Mais il y a ici 3 spécificités qu'il faut essayer de cibler, et la première en particulier qui est importante à relever, le fait que si l'instruction de ces affaires, leur poursuite et les enquêtes sont le produit d'un sous-système judiciaire français spécialisé, avec ses juges d'instruction, c'est les membres du parquet, des gendarmes qui mènent des missions d'enquête au Rwanda, qui font partie d'un office central spécialisé dans la lutte contre les crimes contre l'humanité. Ces enquêtes spécialisées sont jugées au final devant des cours d'assises ordinaires composées par un jury populaire, donc des jurés tirés au sort, comme c'est l'habitude au sein de la population française, et donc des jurés qui vont juger de faits extrêmement complexes, tant du point de vue des faits précisément reprochés aux différents accusés, mais aussi parce qu'ils s'inscrivent dans un contexte beaucoup plus large, qui est celui d'une double, voire triple histoire, celle d'un crime de masse politique commis au Rwanda en 1994. Et donc, quand on tire ce fil, c'est l'histoire politique et sociale d'un pays qui est le Rwanda, au moment de la mise en place d'un régime qui a fait de la discrimination contre les Tutsis une de ses bases et un de ses fondements, mais aussi de remonter encore plus loin à ce qu'est le Rwanda, qui est la géographie de ce pays peu connu, ou à l'histoire assez mal connue, d'Afrique de l'Est, et jusqu'à la genèse de cet État moderne rwandais qui trouve ses racines dans la colonisation, notamment colonisation belge, depuis 1919. Donc, la première spécificité, c'est de voir que ces procès sont au carrefour de pratiques en même temps habituelles des cours d'assises et de la justice française, mais confrontés avec des frais extraordinaires dont la dimension et la nature façonnent l'exercice de la justice, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue cognitif. Ce sera les 2 autres remarques. La deuxième spécificité, c'est que dans ces affaires qui sont jugées parfois 20 ans, 25 et 30 ans après les faits, les modes de preuve habituels que vous avez disparaissent parce que ce qui demeure, ce sont les témoignages de rescapés et de perpétrateurs du génocide qui sont amenés à Paris, devant une cour d'assises qui leur est parfaitement étrangère, pour raconter leur traversée du génocide et venir apporter leur pierre à l'édifice dans cette tentative de découverte de la vérité des faits. Et il y a donc cette difficulté qui est celle qui est liée à cet écart avec le temps, à cet écart qui est même cognitif avec la connaissance de ce qu'est une violence de masse, de ce que la violence de masse peut faire au témoignage, de ce que le temps fait au témoignage, alors que les jurés et les magistrats sont confrontés à des scènes de crime qui, plus de 20 ans après les faits, ne sont plus des scènes de crime. Que ces scènes de crime mesurent au Rwanda, ça a été expliqué notamment avec les Gacaca, des efforts de justice et de reconstruction extrêmement importants qui ont reconfiguré ces espaces et qui ne les ont pas figés dans le temps, au contraire. Alors que la justice au Rwanda et des instances transitionnelles étaient déjà passées bien avant la tenue de ces procès en France. Et avec bien sûr cet enjeu matériel qui consiste à faire venir un très grand nombre, parfois des centaines d'étrangers qui ont pour beaucoup rarement pris l'avion dans leur existence et même ne sont jamais venus témoigner devant une cour d'assises française. Et donc la troisième remarque, cette troisième spécificité, c'est que les difficultés liées à ce jugement du génocide, voire à l'instruction de ces affaires, n'est pas seulement numérique du fait de la massivité du crime, comme je l'expliquais, mais aussi politique, parce que juger une affaire et donc juger un ou plusieurs accusés, c'est donc juger des faits très spécifiques, retenus au long de l'instruction, mais c'est aussi peut-être juger une partie dans un tout. C'est comprendre que les faits en question s'inscrivent dans une politique bien plus large qui était celle du génocide commis contre les Tutsis en 1994.
D'où l'importance, notamment par rapport à un jury populaire, par rapport à une cour d'assises à ses magistrats, d'insister sur l'enseignement, voire la vulgarisation d'une forme de contexte caractérisée par la comparution d'une catégorie de témoins qui n'existe pas ordinairement dans la justice pénale, les témoins de contexte, qui viennent devant la cour pour tenter de donner des clés d'explication et des moyens pour comprendre ce qu'a été le génocide des Tutsis au Rwanda et essayer d'expliquer de manière la plus substante possible en quoi a consisté cet événement. Et c'est ici un point extrêmement important, parce que si une affaire judiciaire, bien sûr, doit se recentrer et du moins avoir une forme une portée restrictive sur un ensemble de faits très précis, pouvoir caractériser matériellement si un individu a fait un tel geste ou s'il a participé à une telle réunion, notamment dans le cadre de ces affaires, il y a bien sûr cet élément bien plus large qui caractérise la compréhension et le jugement des crimes contre l'humanité et donc du génocide, cet élément contextuel qui seul peut permettre de comprendre la nature même des actes. Un meurtre pris tel quel est un meurtre, comme un assassinat, alors qu'une série de meurtres ou d'assassinats, dans le plan concerté qui serait celui d'un génocide, dans une politique systématique de destruction d'un groupe ciblé, du moins compris racialement ou considéré comme étant une ethnie particulière, ne sera évidemment pas le même événement, les mêmes faits qui seront jugés. Et donc ces affaires deviennent parfois des lieux de débat entre une accusation qui va défendre la réalité du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda et la présence, ou du moins le rôle joué par les différentes autorités, voire la population Hutu en très grande partie. Et de l'autre côté, une défense qui, plus que plaider les faits et l'innocence de leurs clients, font plutôt amener à contester cette image de ce tableau historique, du moins d'unicité du génocide des Tutsis, et amener le procès en dehors de l'affaire dans son cadre le plus matériel, mais plus vers des considérations de type historique, voire géopolitique. C'est donc un des enjeux, et plusieurs des enjeux particuliers de ces procès en compétences universelles, qui découlent de ces différents niveaux de distance dont je parlais, temporelle, géographique et voire culturelle, et qui posent enfin une question, ici notamment pour les sciences sociales, c'est celle de l'observation de ces scènes judiciaires spécifiques, comme autant d'objets ethnographiques, comme autant d'objets d'études, non seulement sur le déroulement et le travail de la justice française par rapport à ces affaires hors du commun, mais aussi comme étant, et c'est une autre piste possible, comme étant autant de lieux de témoignages, de paroles sur ces événements passés et sur la violence de masse telle qu'elle. Une question que l'on pourra peut-être poser en long et en large consiste à voir comment est-ce que ces différentes scènes peuvent être saisies, comprises, comment différentes ressources de l'ordre de l'anthropologie, de la sociologie ou de l'histoire nous donnent accès à la compréhension très concrète, presque matérielle, de ce qui est en jeu dans ces cours d'assises et sur ces scènes judiciaires, parce que avant tout, il faut parfois s'en tenir aussi à cela, et je cite sur ce point les travaux importants de l'ethnologue Christian Beignet, qui s'est penché sur une ethnographie de la cour d'assises et son fonctionnement. La cour d'assises, avant d'être une instance judiciaire, est un lieu rituel caractérisé par une présence de l'autorité et par une mission spécifique qui est celle du jugement, où se retrouvent des individus qui échangent, qui doivent parler d'eux, qui doivent parler de différents faits, et dont la parole est particulièrement encadrée. Je crois que Chloé pourra parler de cette dimension-là par rapport au tribunal ouïghour. Enfin, je voulais brièvement terminer sur cette piste qui est la question d'entrée de la scène judiciaire, comme l'a expliqué Chloé au début. Et je pense que plus qu'une porte d'entrée pour le chercheur ou pour le juriste, pour observer ce qui se produit sur ces scènes judiciaires, quand on les voit de ce point de vue judiciaire, mais aussi d'un point de vue social, que ces scènes judiciaires sont le lieu où se joue la confrontation, dans le cas présent, avec les faits, avec des faits d'un niveau de violence spécifique, la confrontation de magistrats et de jurés qui n'y sont pas habitués, qui n'en sont pas des experts, face à des questions de violence de masse, mais aussi face aux différentes conséquences liées au passage du temps, à la réception du témoignage, à leur compréhension, d'autant plus dans cet écart qui existe entre la France de 2023 et ses cours d'assises, et le Rwanda de 1994 et son histoire politique et son histoire de violence politique notamment. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, et sur ce, je donne la parole à Chloé.
Merci beaucoup Timothée. Là, vous avez vraiment un panorama très large de tout ce qu'on entend par les termes de justice. Et moi, je vais vous en donner un autre qui n'a pas été encore complètement évoqué et qui a trait au travail que je mène en ce moment et depuis juin 2023. Donc, je suis largement dans un travail en cours et toujours dans une tentative de déconstruire mon objet. Et donc, je vous ai proposé en diapositive une image de la salle du tribunal ouïghour, qui donc s'est tenue en 2021 à l'occasion de 9 jours d'audience, plus une matinée de rendu de jugement. Donc, en 2021, en tout, il y a environ 72 heures d'audience. Tout est en ligne, donc c'est évidemment possible pour vous aussi je vous invite aussi à regarder la chaîne YouTube qui est consacrée et qui dispose encore de ces audiences. Donc je ne vais pas tellement rentrer dans la définition, je reviendrai plus tard dans le cours du séminaire, puisqu'on entendra aussi Timothée, on entendra Jean-Pierre, on entendra Magali pour des séances spécifiques sur ce qui vous a été présenté ici. Donc si vous êtes un peu frustré de ne pas pouvoir poser des questions, vous pourrez les poser un petit peu plus tard. Et donc je travaille sur ce qu'on appelle un tribunal d'opinion. En fait, l'expression n'est pas tellement stabilisée. Moi, j'ai plutôt tendance à parler de tribunal citoyen, parce que je crois qu'il y a un appel à la société civile et à une idée de citoyenneté et de sursaut politique et de justice face à une défaillance des États, ou en tout cas du système de justice tel qu'il est à l'heure actuelle, notamment en ce qui concerne la Chine, puisque la Chine a signé la Convention de 48, mais a émis une réserve à l'article 9 de la Convention de 48, et donc elle ne peut pas être jugée. Elle n'a pas signé non plus le traité de Rome, elle ne peut donc pas être jugée. Donc on a besoin, ce que disait Jean-Pierre, d'un mécanisme. Enfin, on a besoin, et notamment les victimes et les témoins des faits, ont besoin d'un mécanisme qui permette de faire le jour, d'apporter une vérité sur des violences qui sont en cours. Donc probablement, c'est aussi une spécificité de ce tribunal d'opinion comme d'autres. La définition que je peux vous donner est celle de Camille Montavon, qui a fait une thèse sur les tribunaux d'opinion, qui interviendra en mars sur cette justice alternative extrajudiciaire. Et donc, elle donne comme définition du tribunal d'opinion, du tribunal citoyen, un mécanisme de justice alternative extrajudiciaire établi par les membres de la société civile en vue de collecter des informations sur, analyser, dénoncer et publiciser des situations de violation des droits humains non ou insuffisamment prises en charge par les systèmes de justice étatiques et internationaux. Et donc, dans le cadre du tribunal ouïghour, on est vraiment en plein dans cette question. Donc, le tribunal ouïghour, dans son jugement qui a été rendu le 9 décembre 2021, a conclu à plusieurs types de crimes. Donc, il a conclu au crime de génocide en vertu de l'article 2D de la Convention de 48, c'est-à-dire entrave aux naissances. Et pour moi, c'est quand même un objet assez spécifique, puisque quand on parle de génocide, on a plutôt l'habitude de parler de l'habitude de percevoir d'un génocide comme un meurtre de masse. Or là, on est dans le cas d'une entrave aux naissances. Apparemment, il n'y a pas en tout cas à ma connaissance encore, de conclusion de génocide pour entrave aux naissances. Et le tribunal a précisé, c'est-à-dire qu'il a précisé cette entrave aux naissances comme une destruction biologique d'une partie substantielle du groupe. Donc, ce n'est pas la totalité du groupe, c'est une partie substantielle. Ce n'est pas une destruction physique, mais une destruction biologique. Mais le tribunal a aussi conclu au crime contre l'humanité, donc en se référant au statut de Rome. Je vais vous les citer, donc déportation et transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, torture, viol et stérilisation, ainsi que d'autres formes de violence sexuelle, persécution, disparition forcée et autres actes inhumains, qui n'est donc pas une catégorie résiduelle, mais qui fait référence à la surveillance intrusive, la destruction des mosquées et des cimetières, les mariages forcés et la répression religieuse et culturelle. 4
types de crimes contre l'humanité n'ont pas été retenus. Le meurtre, pas parce que ça n'existe pas, mais parce que le tribunal a considéré que les preuves n'étaient pas suffisantes. L'extermination, l'esclavage et l'apartheid. Et le tribunal a aussi conclu à la torture, au crime de torture, en se référant donc à peut-être un corpus jurisprudentiel très large. La Convention de 48 telle qu'elle a été adoptée, mais aussi le tribunal a consulté les versions préliminaires pour saisir un certain nombre d'éléments. Le tribunal a également mobilisé la jurisprudence de la Cour internationale de justice, la jurisprudence de la Cour pénale internationale, les jurisprudences des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Et il faut voir que le président du tribunal ouïghour est Serge Pérez, qui a été le procureur du procès Milosevic au sein du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et le tribunal ouïghour a aussi mobilisé la Convention contre la torture. Et en fait, souvent on se focalise sur l'idée de sur le crime de génocide, mais il me semble important de rappeler ces autres types de crimes auxquels le tribunal a pu conclure, parce que on peut imaginer peut-être un dialogue avec la compétence universelle, justement, et que le crime de génocide, pour être jugé en compétence universelle, est extrêmement restreint et compliqué. Et dans cette idée de dialogue entre un tribunal d'opinion, un tribunal citoyen et une compétence universelle, je voudrais prendre un autre exemple qui est ce qu'on a appelé le tribunal Iran, ce qui s'appelle le tribunal Iran, qui s'est tenu en 2012 à La Haye, qui a aussi été organisé par les deux instigateurs du tribunal ouïghour, qui sont Hamid Sabi et Geoffrey Nice, et qui s'est tenu donc après une commission vérité et réconciliation en 2012 pour apprécier la répression politique qui a touché en Iran les opposants politiques à la fin des années 80, puisqu'il y aurait 4 ou 5 000 prisonniers politiques iraniens qui ont été massacrés, exécutés. Et plus récemment, en 2022, l'un des responsables de ces exécutions, qui s'appelle Hamid Nouri, a été jugé par un tribunal à Stockholm en vertu donc, de cette compétence universelle. Alors, c'est peut-être un exemple de dialogue réussi entre un tribunal d'opinion et la compétence universelle. Camille Montavon nous le dira bien mieux que moi. Il y a environ plus de 200 tribunaux d'opinion, ce qui est énorme. Il semble que le cas du tribunal Iran est un peu particulier pour cela. Et si je parle aussi du tribunal Iran, ce qui me semble important, c'est de voir que donc, des crimes ont été commis à la fin des années 80. Une première lumière a été portée 25 ans après, donc en 2012, puis un premier jugement 10 ans après le tribunal Iran. Ce qui veut dire que, en fait, la justice entre le crime et sa condamnation effective, il s'est passé 35 ans. Et ça, je crois que cette idée de temps long de la justice est quelque chose d'assez compliqué, notamment pour les victimes, parce que quand on est face à un crime de masse, pour le cas du tribunal ouïghour, un crime en cours, on aurait envie que ce type d'expression de justice puisse porter des fruits évidemment très rapides et permettre de stopper ces violences, ou en tout cas un sursaut de la communauté internationale, ce qui est assez peu le cas. Alors en ce qui concerne donc, le tribunal ouïghour, vous avez cette image-là. Donc on a 9 jours d'audience, comme je l'ai dit, 72 heures de témoignages, un jugement qui fait 60 pages, qui est disponible en ligne puisqu'on l'a traduit. Et ce qui est assez, donc entre les premières audiences et le jugement, il s'est passé 6 mois, et ce qui a été personnellement assez déstabilisant pour moi, c'est de voir à quel point on pouvait en si peu de temps être confronté à un panorama total et complet de mécanismes de violence politique et systématique planifiés des plus hautes instances du pouvoir au plus proche de la souffrance des victimes. Et ça, c'est vrai qu'en tant qu'historienne, puisque je suis historienne travaillant sur les victimes, on a souvent très peu accès à
aux témoignages de victimes et notamment à l'effet en fait, du traumatisme et de la souffrance de ces victimes. Alors, peut-être une brève présentation des deux principaux instigateurs du tribunal ouïghour. Donc, Hamid Sabi est un avocat d'origine iranienne, enfin juive et iranienne, qui a fui avec sa famille l'Iran en 1979 suite à la révolution islamique et qui a continué donc à Londres sa profession d'avocat. Il a été très sollicité au sein du tribunal des réclamations Iran-États-Unis. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'était une des personnes importantes au sein de la communauté iranienne en exil. Et qui a été donc sollicité pour mettre en œuvre ce tribunal Iran. L'autre personne qui est importante dans ce tribunal ouïghour est Sir Geoffrey Nice, donc, qui est le procureur du procès Milosevic au sein du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, donc qui a travaillé entre 1998 et 2006 et qui est relativement déçu, en tout cas on perçoit dans son discours une forte déception de son rôle et de son travail au sein du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, du fait de pressions politiques qui vont détourner en fin de compte l'ONU de ses objectifs premiers. Et donc il quitte les Nations Unies en 2006 et il va donc travailler sur un certain nombre d'affaires internationales jusqu'à cette proposition de travailler sur le tribunal Iran. Et alors je voudrais peut-être le citer. Donc à l'époque, il ne savait pas ce qu'était véritablement cette forme de justice alternative extrajudiciaire. Je cite, « J'étais peu éduquée et n'avais aucune idée de ce que c'était. Quand ils m'ont demandé de participer au tribunal Iran, je ne pensais pas que c'était une bonne idée, je pensais même que c'était un peu absurde. Mais à la fin, quand les juges ont énoncé leur décision, j'ai réalisé que rétablir la vérité par les individus, la diaspora, pour les individus, les victimes ou les personnes en deuil, était une chose vraiment puissante à faire qui pouvait avoir sa propre valeur en dépit de tout le reste. Cela m'a impressionné bien plus à divers égards que les choses que j'avais faites à juger des gens pour génocide dans les grands conflits des Balkans de l'Ouest. » Donc lui et comme Hamid Sabi ont multiplié en fait les expériences de tribunaux citoyens en même temps qu'ils conduisaient leur propre carrière et leur propre, disons, fonction d'avocat au sein de juridictions officielles. Donc je trouve que c'est important de ne pas penser en fait ces formes de justice comme s'excluant l'une l'autre, mais plutôt en termes de complémentarité. En ce qui concerne plus précisément le tribunal ouïghour, donc vous voyez, vous avez une image, c'est pour vous montrer un certain nivellement. Alors, sur l'estrade, vous avez donc au milieu le président avec des membres du jury, qui ne sont pas des jurés tirés au sort, mais qui sont ce qu'appelle Geoffrey Nice des citoyens avec une capacité de raisonner. Donc, on pourrait peut-être les appeler des citoyens éclairés. Je ne sais pas si c'est pas un peu péjoratif pour des jurés, peut-être. En tout cas, les membres du tribunal ouïghour sont essentiellement des universitaires qui devaient se prononcer sur des questions de droit, donc plutôt anthropologues, en tout cas professeurs à l'université. Sur la droite, vous avez les conseillers juridiques et sur la gauche, vous avez les témoins des faits ou témoins de contexte avec donc une traductrice. Et vous voyez que tout le monde est à peu près, enfin, est à la même hauteur et se tourne vers la salle. Donc le destinataire principal ou les destinataires principaux sont le public dans la salle. Une grande absente, c'est la Chine, qui a été sollicitée à plusieurs reprises pour mettre à disposition des documents ou pour participer au processus et assister aux audiences, mais ses représentants n'ont jamais répondu à aucune des sollicitations des membres du tribunal. Et la question s'est posée de ce qu'on appelle un amicus curiae, c'est-à-dire un représentant d'office de la Chine, mais elle a été vite résolue. Donc je vais citer Hamid Sabi qui dit « Cela aurait été un show de voir un amicus interférer avec chaque témoin, questionner chaque témoin pour s'assurer qu'il se conforme aux exigences et mette en doute chaque preuve testimoniale. On était persuadé qu'un amicus créerait une barrière et que les témoins auraient été moins enclins à témoigner, surtout s'ils étaient interrogés de façon brutale.
Ils sont très vulnérables. Beaucoup de nos témoins au tribunal Iran, au tribunal Chine, dans d'autres tribunaux pleuraient. Donc là, on est vraiment dans le cadre du tribunal des larmes. Quand ils témoignaient, imaginez un avocat très dur pour l'autre partie qui les interrogerait, ils n'auraient pas survécu et cela aurait été très traumatisant pour eux, sachant encore une fois que c'est une violence qui est en cours. Donc c'est une violence qui est encore excessivement sensible, notamment pour des anciens détenus qui ont été, qui sont sortis peut-être il y a 2 ou 3 ans des centres de détention, des camps de rééducation. Et je continue à citer Sabi. Donc en relation à l'amicus curiae, et je ne pense pas que cela aurait aidé aux conclusions. Si le gouvernement chinois venait pour fournir des preuves, c'est en soi quelque chose de venir et de se défendre. Mais s'ils ne viennent pas, organiser un show avec quelqu'un qui prétend défendre les intérêts de la Chine, ce ne serait vraiment que du spectacle. Cela aurait généré des coûts massifs supplémentaires et du temps que nous n'avions pas. On aurait perdu l'avantage de la victime pour un avantage légal. Je pense qu'un des éléments, probablement en lien aussi avec les commissions vérité et réconciliation, mais un élément central autour duquel se construit le tribunal citoyen, le tribunal ouïghour, c'est la victime, ce sont les témoins des faits, et la parole est organisée pour préserver la victime et pour préserver notamment la victime face à son propre traumatisme. Donc, il faut savoir que dans le cas du tribunal ouïghour, il y a d'abord des dépositions écrites, donc des longs témoignages qui ont été recueillis, qui ont été transcrits, organisés et qui sont disponibles. Et une des moyens d'interroger ces témoins des faits par notamment les conseillers juridiques, puis par les membres du tribunal, c'était de dire on a lu attentivement votre déposition, on va vous poser des questions. Et donc, ce n'est pas la peine de revenir très largement dans cette expérience traumatique qui est évidemment compliquée pour la victime. Donc, il y a une vraie bienveillance de cette parole. Je pense que j'interviendrai plus spécifiquement sur les témoins des faits, sur la question de l'émotion, la question de la façon de questionner les victimes plus tard donc dans notre séminaire. Ce que je peux dire là, comme ça il nous restera un petit peu de temps pour discuter, c'est que donc l'absence de cette Chine a déterminé la nature de l'instruction et les modalités de la justice. Geoffrey Nice et Hamid Sabi ont mis en œuvre pour éviter que l'objet du tribunal ne soit pas de faire un procès contre la Chine. Souvent les victimes, enfin en tout cas ils essayaient de présenter des documents à charge et à décharge. Alors, globalement, je pense que ça n'a pas été complètement... c'est pas une voie qui a été suivie jusqu'au bout, mais on est plutôt dans le cadre d'un système inquisitoire, plus que contradictoire, sans interrogatoire contre interrogatoire et sans témoin à charge et témoin à décharge. Il faut voir aussi... Donc, en tout, 24 témoins des faits, donc fact witnesses, ont témoigné en juin et 9 en septembre. Des témoins de contexte et experts témoins ont été également sollicités. Il y en a eu en tout une quarantaine pour, en quelque sorte, pour contextualiser en fait les violences qui étaient vécues par ces témoins des faits. Et donc, ce tribunal, et ce sera aussi ma conclusion et ouverture, a considéré qu'il n'avait pas à sa disposition suffisamment d'éléments pour caractériser le génocide à partir du critère de meurtre de masse, mais a retenu seulement donc, le critère de entrave aux naissances, et notamment destruction biologique d'une partie substantielle du groupe en tant que tel. Alors, cette conclusion s'est basée en particulier sur des statistiques officielles disponibles jusqu'en 2019, puisque la Chine ne publie plus de statistiques, mais en tout cas jusqu'en 2019, elle en a publié. Je vous passe les chiffres, mais les chiffres, donc quand on regarde la courbe des taux de natalité, et le rapport de l'ONU sur la région ouïghour fait état de sharp decline, donc de chute drastique, je ne sais plus comment des taux de natalité. Et donc ces chiffres permettent
pour le tribunal de constater le résultat de ces politiques de contrôle des naissances, mais elles permettent aussi une projection, c'est-à-dire que les politiques actuelles se traduiront par une réduction de la population de 2,6 à 4,6 millions de personnes en 2040, soit 20 à 34% de la population ouïghour qui aurait dû vivre. Donc ce génocide pour entrave aux naissances est un peu peut-être complexe à appréhender, puisqu'on est dans une projection dans le temps et une prise en compte de naissances non advenues. Et le tribunal a considéré que cette estimation dans un futur d'une vingtaine d'années était acceptable et qu'elle révélait l'ampleur de l'interférence de l'État dans la capacité de reproduction de la population ouïghour. Et juste pour conclure sur cette question de génocide en droit tel qu'il a été, tel que le génocide a été démontré par le tribunal ouïghour, effectivement, c'est quelque chose de très restreint, puisque donc, dans la Convention de 48, vous avez ces 5 actes prohibés et que l'intention de détruire le groupe en tant que tel doit être attachée à un des actes prohibés. Pour nous, historiens et probablement anthropologues, c'est quelque chose d'excessivement restrictif. Et donc, pour moi, en tant qu'historienne aussi, c'est important de pouvoir ressortir du droit. Je pense qu'on a besoin du droit parce que poser un diagnostic, si je puis, une incrimination de génocide, c'est quelque chose d'excessivement excessivement lourd et c'est un crime, donc quelque chose qui relève du droit. Mais en même temps, je pense que, moi, j'ai besoin aussi d'en sortir. Et notamment, et ça c'est un peu les questions de fond de cour d'assises avec Timothée quand on assiste à des procès en vertu de la compétence universelle de génocidaire ou tout, c'est que finalement le génocide est à penser à mon avis comme dans une conception plus large d'atteinte à la filiation, puisque si on prend la population dans son ensemble, c'est-à-dire les hommes qui sont en âge de procréer, internés soit en camp de rééducation, soit en centre de détention et qui vont à leur sortie être encore entravés dans leur possibilité de reproduction parce que le camp et la détention engendrent des problèmes pour ces hommes. Les femmes qui sont stérilisées, et la stérilisation, c'est une stérilisation par implant intra-utérin posée de façon chirurgicale, donc qui nécessite aussi des techniques spécifiques et spécifiquement chinoises, entre autres, mais il y a aussi des stérilisations par ablation partielle ou totale de l'utérus. Et puis des enfants qui sont entre 500 et 800 000 séparés de leur famille, soit dans des orphelinats, soit dans des internats parce que leurs parents ont été envoyés en camp de rééducation ou en centre de détention, avec en tête que la population ouïghour est de 13 millions. Donc on a en quelque sorte cette atteinte à la filiation par ces 3 pôles essentiels, je dirais, les hommes en âge de procréer internés, les femmes stérilisées et les enfants séparés de leur famille. Donc voilà, pour essayer de ressortir aussi un petit peu du cadre très restreint du droit, sachant aussi que, c'est mon dernier point, pour le tribunal ouïghour a jugé une responsabilité de l'État et pas du tout une responsabilité individuelle. Donc ça, c'est quelque chose de très important, je pense, qui fait que probablement je me sens aussi un petit peu en phase avec ce qu'a fait le tribunal ouïghour, dans le sens où je ne vais pas parler de responsabilité, mais je vais parler plutôt de mécanisme. Mais en tout cas, on est dans une recherche de mécanismes généraux et globaux de cette violence de masse. Et dernier point, on a quand même 8 minutes, Jacques Semelin proposait de bien circonscrire les termes qu'on employait. Effectivement, le crime de génocide, ça veut dire qu'on est dans le droit, et ça, je pense que c'est important de le dire. Moi, je rejoins beaucoup Christian Ingrao, et en fait, c'est Jean-Paul Sartre aussi qui le disait dans le tribunal Russell, de parler de violence génocide, où là, on n'est plus dans les catégories du droit. Donc, parler de violence, ou parler de procédé, ou parler de processus génocide, il y a quelque chose de la réappropriation peut-être des questions sociales de cette question génocide. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. On a 8 minutes pour des questions, des remarques. Est-ce que
Est-ce que quelqu'un prend la parole? Oui. Oui, j'ai une question un peu générale, mais c'est surtout sur l'extradition. Et parce que souvent, l'extradition peut être considérée comme une façon d'empêcher de connaître la vérité, souvent dans les commissions de la vérité. Donc, la question que je veux savoir, c'est. Je sais que c'est une question très grande pour le futur prénom, mais c'est à votre rendez-vous, c'est dans un modèle de justice transitionnelle, comment on devrait inclure ou exclure l'extradition, étant donné que c'est en même temps un acte de collaboration bilatérale avec les autres pays. On revient peut-être à ce dialogue qui vous parlait de compétences universelles, si franchement, si ça empêche beaucoup, on n'arrive pas à accomplir ce droit à la vérité. Oui, très rapidement sur ce point sur l'extradition, effectivement, je ne l'ai pas dit. S'il y a des Rwandais qui sont jugés en France aujourd'hui, c'est parce que la France n'extrade pas dans ce cas particulier, parce qu'elle applique en fait une jurisprudence qui est maintenant assez âgée, qui est considérée qu'au Rwanda, ces gens ne seraient pas jugés correctement et qu'il y a des risques possibles à leur sécurité et à la qualité de la justice rendue. Et donc, c'est pour ça que ça revient à la France, parce que la France n'extrade pas. Voilà. Et c'est juste la réputation de cette jurisprudence à chaque fois qu'il y a des demandes d'extradition. Et ici, effectivement, on peut effectivement s'interroger, ça crée cette distance-là, que si on en vient à parler d'une forme de sens au-delà de la question pénale, de ce que fait la justice ou de ce que fait un procès pour les victimes, pour la société concernée par ces faits directement, il y a ici une mise à distance assez étonnante, assez surprenante, qui en fait met autant à distance la société rwandaise par rapport à ces faits-là, qu'elle la délocalise en partie. Parce que les victimes des faits en question qui viennent témoigner, eh bien, il n'y aura pas le procès chez eux, étant donné qu'il n'y a pas d'extradition, mais il y aura un procès loin de chez eux, mais on les amènera pour parler, et même pour non seulement témoins, mais aussi pour être ce qu'on appelle partie civile, donc victime aux yeux de la loi. Et donc c'est un cas de figure assez spécifique, mais qui commence sur le fait que c'est dans les cas rwandais en particulier, il n'y a pas d'extradition envisagée pour l'instant. Voilà. Jean-Pierre Magali, est-ce que vous voulez réagir sur cette question? Non. Sur l'extradition, en fait, en ce qui concerne la Chine et les communautés ouïghours, c'est un moyen de ce qu'on appelle la répression transnationale, de faire pression donc, sur les membres de la diaspora qui voudraient témoigner. Et donc, il y a des accords bilatéraux. Alors, c'est pas vraiment de l'extradition, peut-être, mais si, c'est. On appelle ça. Qui permettent l'extradition de Ouïghours vers la Chine. C'est quand même complexe, surtout dans les droits internationaux, même souvent les pays, quand il s'agit des crimes, par exemple, il s'agit du terrorisme, des sceptiques. Et c'est assez complexe, c'est pas que les pays, ça n'empêche pas de. Je pense que c'est pas souvent si facile pour les pays d'accepter qu'ils ne vont pas extrader. Donc peut-être dans les cas que vous avez étudiés sur le Rwanda, ça arrive, mais je pense qu'il y a plusieurs cas qui c'est pas si évident. Donc la question que je me pose, c'est comment, quand on ne peut pas se permettre de dire on ne peut pas utiliser les mécanismes d'extradition, comment on pourrait créer un dialogue entre une justice transitionnelle et un droit qui est et l'exigence de notre pays de juger aussi dans sa propre juridiction un crime qui a été commis dans son pays. Je trouve que c'est très complexe, c'est pour ça que je pose la question. Je ne sais pas si je peux répondre, répondre très précisément. Magali, oui. Oui, non, je voulais juste te dire que généralement, il y a quelques cas, effectivement, où il y a des conflits, c'est-à-dire où il y a plusieurs États qui peuvent souhaiter juger des criminels de guerre et des criminels contre l'humanité ou des génocidaires.
la compétence universelle, elle n'est pas créée pour empêcher les États dont les auteurs, de juger les auteurs qui sont leurs ressortissants, en fait. Elle est plutôt faite pour pallier le fait que les auteurs ne sont pas jugés. Donc, je pense que c'est pas non plus très fréquent les cas où on empêche l'État dans lequel est la personne de juger. Après, effectivement, il y a quand même toujours la problématique du procès équitable et du fait qu'on peut extrader que si les garanties du procès équitable sont respectées par l'État dans lequel on va vouloir extrader quelqu'un. Mais globalement, en fait, on a plutôt un problème d'impunité qu'un problème de personnes avec une concurrence d'États qui veulent juger la même personne. Je sais pas si je suis claire, mais le problème, il est plutôt là que trop de jugement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Juste en aparté, on n'a pas parlé de l'évaluation et de la validation en fait, du séminaire. On peut en parler après pour ceux qui veulent valider le séminaire. Ce sera... Non, pas de questions. De toute façon, il est 29. Donc, on se retrouve le 11 décembre avec François Roux, qui est donc... qui est avocat et qui a défendu Douche, le responsable de la prison S21. Donc, c'est même heure, même endroit et en ligne en partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci, Magali, Jean-Pierre.